Le nourrisson avait cessé de respirer. Une équipe de 7 ambulanciers s'affairait autour du corps minuscule sur le marbre froid du vestibule. Des mains expertes se mouvaient à une vitesse vertigineuse, les voix étaient nettes et professionnelles, des ordres claquaient. Masque à oxygène, moniteur cardiaque dont les bips d'alerte déchiraient le silence, injection de médicaments d'urgence. Rien n'y faisait. L'état du bébé de 8 mois ne faisait qu'empirer de seconde en seconde. Ses lèvres étaient d'un bleu violacé, presque funèbre. Son petit thorax ne se soulevait qu'à peine, un soubresaut quasi imperceptible. Le temps était compté. Aucune réaction, constata un ambulancier, sa voix trahissant une pointe de désespoir. Les signes vitaux s'effondrent, annonça un autre. C'est incompréhensible. Le chef d'équipe, un homme dont le visage portait les marques de 20 années de service, secoua la tête. Jamais il n'avait vu une telle chose. Tous les protocoles échouaient. C'était comme se battre contre un fantôme. Non loin de là, dans la pénombre de l'entrée de la cuisine, se tenait Manon Dubois, que personne ne voyait. Employée de maison depuis 2 mois dans cette somptueuse propriété. Invisible, tel était son lot. Pourtant, en observant la scène, ses yeux étaient irrésistiblement attirés par le visage de l'enfant. Quelque chose n'allait pas. Et soudain, elle vit. Une tache, au fond de la bouche de la petite Chloé, brièvement visible quand sa tête fut inclinée en arrière. La coloration était anormale. Ni le rose d'une muqueuse saine, ni le rouge d'une inflammation. C'était autre chose. Une nuance particulière qu'elle n'avait vue qu'une seule et unique fois, il y a longtemps, dans un quartier populaire de Marseille. Le bébé d'une de ses voisines. Une tragédie que l'on avait classée comme un accident. Le sang de Manon se figea. Valérie Leclerc, la mère, oscillait près de l'escalier, vêtue d'un ample peignoir de soie, le regard vide et lointain. Léa Dupont, la gouvernante, regardait depuis le couloir, son calme olympien terriblement dissonant face à l'agonie d'un enfant. Chloé Girard, la jeune nounou, était plaquée contre le mur, tout son corps secoué de tremblements mais aucune larme ne perlait sur ses joues. Léo Petit, le chauffeur, se tenait près de la baie vitrée, les bras croisés sur sa poitrine, en position d'attente. Aucun d'eux ne se précipitait. Aucun d'eux n'implorait les secours de faire un miracle. Ils regardaient, comme s'ils savaient comment cela allait se terminer. Ce n'était pas une urgence médicale. C'était prémédité. On doit la transférer, et vite. Ordonna le chef des ambulanciers. Si on reste là, on la perd. Mais Manon savait. La petite Chloé ne survivrait pas plus à l'hôpital. Pas s'il continuait à traiter le mauvais symptôme. Pas si personne n'examinait sa gorge. Pas si personne ne comprenait la signification de cette tâche. Elle n'avait que quelques secondes. Se taire et laisser l'enfant mourir. Ou parler, et révéler qu'elle, la femme de ménage, avait vu un détail crucial que cette professionnelle avait ignoré. Un détail qu'elle n'était pas censée connaître. Un détail qui la mettrait en grand danger. Manon fit un pas en avant, dans la lumière. Attendez, sa voix résonna, et tous les regards convergèrent vers elle. Avant que nous ne continuions, j'aimerais vous demander quelque chose. D'où est-ce que vous nous suivez en cet instant? Et quelle heure est-il chez vous? J'aime tellement savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Et si vous faites partie de ceux qui chérissent les récits qui parlent au cœur, nous vous serions reconnaissants de nous soutenir. Un pouce bleu, un abonnement à notre chaîne, et un commentaire. Ensemble, nous pouvons diffuser l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. 2 mois auparavant, Manon Dubois se trouvait devant le portail monumental du domaine Leclerc, les yeux levés vers une maison de maître digne des pages d'un magazine d'architecture. Le soleil de la Côte d'Azur, à son zénith, frappait la pierre blanche de la façade, lui donnant un éclat irréel, comme une promesse de rêve ou de cauchemar, c'était selon. Elle consulta son portable une énième fois. C'était bien la bonne adresse. C'était bien réel. Après 3 entretiens d'embauche ratés dans des propriétés similaires, où on lui avait reproché son manque d'expérience dans le luxe, elle avait décroché ce poste. La paie était excellente, bien au-delà de ses espérances. Logée, nourrie. Elle n'avait qu'à nettoyer, cuisiner de temps à autre, et se fondre dans le décor. Manon avait passé sa vie à être invisible. C'était dans ses cordes. Le portail émit un son et s'ouvrit. Elle saisit sa modeste valise et s'engagea dans la longue allée de gravier blanc,
le crissement de ses vieilles baskets résonnant dans le silence. Une femme l'attendait sur le perron, grande, la posture rigide. Vêtue d'une robe noire stricte, elle arborait un visage sur lequel tout sourire semblait s'être éteint depuis des lustres. « Manon Dubois, je présume, dit-elle d'un ton qui ne trahissait aucune émotion. Je suis Léa Dupont, la gouvernante. Vous me rendrez compte de tout. Entendu, madame, murmura Manon. Le regard de Léa la détailla de la tête aux pieds, comme pour une inspection. Manon se sentit soudainement gênée par ses vêtements simples, son sac usé, son inadéquation flagrante avec ce décor de luxe et d'opulence. « Veuillez me suivre, ordonna Léa en pivotant. Je vais vous indiquer vos quartiers et vous détailler vos fonctions. » L'intérieur du domaine était encore plus intimidant que l'extérieur. Des lustres en cristal pendaient des hauts plafonds, des toiles de maître ornaient les murs. Les parquets brillaient tant qu'elles pouvaient s'y mirer. Léa la fit traverser une enfilade de salons et de couloirs, tout en lui débitant le règlement d'une voix monocorde. Vos horaires, du lundi au samedi, 6h à 18h. Le dimanche est votre jour de repos, sauf réception exceptionnelle. Votre tâche, l'entretien des pièces de vie, de la cuisine et de la suite parentale de Monsieur et Madame Moreau. L'accès au bureau de Monsieur Moreau est interdit sans autorisation expresse. Ne touchez aucun objet personnel. N'adressez la parole à la famille que si l'on vous y invite. Est-ce bien compris? Parfaitement, madame. Elles empruntèrent un escalier de service dérobé qui menait au 3e étage, là où logeait le personnel. Léa ouvrit la porte d'une chambre modeste mais impeccable, meublée d'un lit, d'une armoire et d'une petite lucarne avec vue sur les jardins. Le luxe, comparé au précédent logement de Manon. Les repas sont servis à 6h, midi et 18h, dans la cuisine du personnel, poursuivit Léa. Vous les partagerez avec Chloé Girard, la nounou, et Léo Petit, le chauffeur. La ponctualité est de mise. Madame Leclerc y est très attachée. Quand pourrais-je saluer Madame Leclerc? S'enquit Manon. Une ombre passa sur le visage de Léa. Madame Leclerc est au repos. C'est fréquent. Vous la verrez lorsqu'elle se sentira d'humeur. Léa se retourna. Installez-vous. Le dîner est servi dans 20 minutes. Ne soyez pas en retard. Et elle s'éloigna, le bruit de ses talons claquant sur le sol. Manon s'assit sur le lit, le cœur battant. Une atmosphère pesante régnait en ces lieux. Tout était trop parfait, trop silencieux, comme dans un mausolée. Au dîner, Manon fit la connaissance de ses collègues. Chloé Girard, la nounou, devait avoir 25 ans. Ses cheveux blonds étaient noués en une queue de cheval sévère, et ses mains, agitées d'une nervosité palpable, tremblaient légèrement. Elle s'occupait de Chloé Martin, la fille des Moreau, âgée de 8 mois. Léo, lui, approchait de la quarantaine. Il était l'antithèse de la nounou, taciturne et observateur. Chauffeur de Monsieur Moreau, il s'occupait aussi de la maintenance du domaine. Il ne dit pas plus de quelques mots durant le repas, ses yeux sombres scrutant la pièce comme s'il était aux aguets. « Vous êtes ici depuis longtemps » tenta Manon pour briser la glace. « 1 an, à peu près » répondit Chloé Girard, un peu trop vite, comme si la réponse était apprise par cœur. 16 mois, lâcha Léo, les yeux rivés sur son assiette. « Et vous vous y plaisez » Le sourire de Chloé Girard était forcé. « Absolument. Les Moreau sont d'excellents employeurs. » Sa façon de le dire glaça Manon. Mais avant qu'elle ne puisse approfondir, Léa apparut. « Chloé, Madame Leclerc vous demande. » Pour la petite. Chloé Girard se leva d'un bond, ajustant sa blouse. « J'y vais. » Elle quitta la pièce au pas de course. Léa fixa Manon. « Demain, 6h, début de votre service. Ne vous aventurez pas dans la maison la nuit. L'intimité des Moreau est sacrée. » Ce n'était pas un conseil, mais un ordre. La première semaine, Manon s'habitua au rythme de la maison. Lever avant l'aube, nettoyage silencieux, discrétion absolue. Mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer certains détails. Valérie Leclerc, la maîtresse des lieux, était une ombre. Manon ne l'aperçut que 2 fois, flottant dans les couloirs en robe de chambre luxueuse, le regard vide, les gestes ralentis. Une beauté fragile et évanescente, comme une fleur fanée. Mais il y avait une fêlure en elle. Sa voix était parfois pâteuse.
Et lorsqu'elle prenait son bébé dans ses bras, Léa ou Chloé Girard n'étaient jamais loin, prête à le lui reprendre. Stéphane Moreau, le mari, était un courant d'air. Un ponte de la tech, avait précisé Léa. Sans cesse en déplacement pour ses affaires, pour son empire. Les rares fois où Manon le croisa, il lui parut préoccupé, tendu, écrasé par le poids de ses responsabilités. Et puis, il y avait Chloé Martin. Un bébé adorable. Des boucles brunes, des yeux pétillants, et un sourire à faire fondre un iceberg. Manon n'avait pas le droit de s'en approcher. C'était le domaine réservé de Chloé Girard. Mais parfois, en faisant le ménage dans la chambre de l'enfant, elle la voyait dans son lit, agitant ses petites mains, gazouillant. Et Manon sentait son cœur se serrer. Elle n'avait pas d'enfant. La vie ne lui en avait pas laissé le loisir. Sa vie avait été une lutte pour la survie, pas un conte de fées. Mais en regardant cette petite fille, elle se demandait, que ressent-on, quand on est responsable d'un être si petit, si pur, si dépendant de vous pour sa sécurité? 15 jours après son arrivée, Manon fut témoin d'une scène étrange. Elle était dans le couloir, près de la chambre de Chloé, lorsqu'elle entendit des chuchotements. Des voix basses, tendues. Elle fit mine de continuer son travail, mais tendit l'oreille. « Je ne peux plus continuer comme ça », c'était la voix de Chloé Girard, au bord des larmes. « On n'a pas le choix », répondit la voix plate de Léo. « Mais c'est un bébé. » Sanglota la nounou. « Je n'ai pas signé pour. »« Tu as signé pour ça, précisément », la coupa la voix de Léa, cinglante. « On a tous signé. C'est notre plan depuis des années. Ce n'est pas le moment de flancher. » Un silence. Puis Chloé Girard, à voix basse, « Parfois, je me demande. Si c'est ce qu'il aurait voulu. » Il n'est plus là pour donner son avis, rétorqua froidement Léa. Ils y ont veillé. Alors maintenant, on termine le travail. Des bruits de pas se rapprochèrent. Manon s'éloigna vivement avec son chariot. Lorsque Léa sortit de la pièce, Manon était à l'autre bout du couloir, affairée à nettoyer une plainte. Le regard de Léa se posa sur elle, insistant. Puis elle passa son chemin, sans un mot. Mais Manon sentit le poids de ce regard, comme une menace silencieuse. Jetée à l'œil. Le mois suivant, Manon redoubla de vigilance. Elle vit comment Chloé Girard empêchait systématiquement Valérie de garder son bébé trop longtemps. Elle vit comment Léa apportait les repas de Valérie, accompagnés de pilules, pour votre nervosité, Madame Leclerc. Et comment Valérie les avalait docilement. Elle vit comment Léo s'isolait dans le garage pour téléphoner, sa voix basse mais son ton menaçant. Ils formaient un trio. 3 personnes censées être arrivées là par des chemins différents, mais qui agissaient de concert, comme les pièces d'un échiquier, avec un objectif commun. Un objectif qui passait par la confusion grandissante de Valérie, l'éloignement de Stéphane, et le contrôle total sur la petite Chloé. Manon voulait parler, alerter quelqu'un. Mais qui? Valérie était dans un brouillard médicamenteux. Stéphane était toujours absent. Et si elle se trompait? Si ce n'était que le fruit de son imagination? Elle perdrait son travail, son logement, cette fragile stabilité. Alors elle se tut. Elle observa. Elle attendit. Jusqu'à la nuit où tout bascula. Un jeudi soir. Stéphane était en voyage d'affaires. Valérie, après avoir pris ses médicaments, s'était couchée tôt. Léa s'était retirée. Manon était à la cuisine lorsqu'elle entendit un bruit à l'étage. Un son étranglé, comme un hoquet. Puis, plus rien. Elle se figea. Avait-elle rêvé? C'est alors que la voix de Chloé Girard, stridente de panique, retentit, « Léa. Viens vite. Chloé ne va pas bien. » Le sang de Manon ne fit qu'un tour. Elle lâcha son torchon et se précipita dans les escaliers. Quand elle arriva au premier étage, Léa était déjà là, sur le seuil de la chambre de l'enfant. Léo arriva presque en même temps. « Appelle le SAMU », ordonna Léa, d'un calme effrayant. Tout de suite. Manon entra dans la chambre. La petite Chloé gisait dans son berceau, inerte, ses lèvres déjà bleues. Chloé Girard était contre le mur, le visage livide, les mains tremblantes. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Manon. « Je ne sais pas », balbutia la nounou. « Je suis venue voir. »
Et elle était comme ça. Elle ne respire plus. La sirène des secours déchira la nuit. Ils arrivaient. Mais en voyant le petit corps immobile de Chloé, sa peau qui perdait sa couleur, Manon sut qu'ils arriveraient peut-être trop tard. De quelle ville nous suivez-vous? Laissez-nous un commentaire. Nous sommes curieux de savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Les secours furent là en moins de 7 minutes. 7 professionnels surentraînés, équipés pour ce genre de situation. Depuis le couloir, Manon les regarda s'agenouiller autour du petit corps de Chloé, que Léa avait descendu et déposé sur le marbre avec un calme déroutant avant de se mettre en retrait. Nourrisson de 8 mois, inconsciente, en détresse respiratoire aiguë, annonça le chef d'équipe. Ses gestes étaient rapides et précis, moniteur, oxygène. Toute l'équipe fonctionnait comme une machine bien huilée. Masque sur les lèvres bleues de Chloé. Électrode sur sa poitrine. Perfusion. Mais en quelques instants, Manon lut la confusion sur leur visage. Les alarmes des appareils retentissaient. Les chiffres ne remontaient pas. Chute des constantes, dit l'un. Le cœur ralentit. L'oxygène ne fait aucun effet, ajouta un autre. Ça n'a pas de sens. Valérie apparut en haut de l'escalier, titubant, agrippée à la rampe. Son regard était flou. Chloé. Sa voix était un murmure pâteux. Qu'est-ce qui se passe? Léa alla à sa rencontre et la fit descendre avec autorité. Les secours sont là, Madame Leclerc. Asseyez-vous. Je veux la voir, gémit Valérie. Léa l'installa sur une chaise où elle s'affaissa comme une poupée de chiffon. Manon serrait le chambranle de la porte, les jointures de ses doigts blanchis. Elle ne quittait pas Chloé des yeux. La peau du bébé était devenue grisâtre. Son thorax bougeait à peine. C'est alors que Manon le vit. Au cours d'une manœuvre, la tête de l'enfant bascula, sa bouche s'entr'ouvrit. La lumière du lustre éclaira sa gorge, et Manon aperçut la tache, une marque gris-vert sur les muqueuses. Son sang se glaça. Elle avait déjà vu ça. 15 ans plus tôt, à Marseille, chez sa voisine, Madame Chen. Sa petite fille. Même lèvres bleues, même détresse, même secours impuissants. Le bébé était mort. Il avait fallu du temps au médecin pour comprendre la cause, une intoxication par une substance qui empêchait l'oxygénation des cellules. Manon était là quand le médecin avait tout expliqué à la mère effondrée. Elle n'avait rien oublié. Les symptômes, la tache dans la gorge, l'inefficacité des traitements classiques. Le problème n'était pas la respiration, mais l'incapacité du sang à transporter l'oxygène. Le médecin avait dit, si on l'avait su plus tôt, une simple intervention aurait pu la sauver. Provoquer des vomissements pour évacuer le poison. Chloé avait la même tâche. Quelqu'un lui avait administré ce poison, récemment. On la perd, dit le chef d'équipe. Rien ne marche. On l'embarque. Mais Manon savait que c'était inutile. Le temps d'arriver à l'hôpital, de faire les analyses, il serait trop tard. Comme pour la fille de Madame Chen. Il fallait qu'elle parle. Mais qui écouterait une simple employée de maison? Manon balaya la pièce du regard. Chloé Girard, le visage enfoui dans ses mains, les épaules secouées de sanglots. Mais quand elle baissa les bras, Manon vit dans ses yeux non pas de la peine, mais de la colère. Comme si elle en voulait au secours de s'acharner. Léa, à côté de Valérie, sa main sur l'épaule de la mère. Un geste faussement réconfortant. Manon vit la pression de ses doigts, la grimace de douleur de Valérie, trop hébétée pour réagir. Léo, près de la fenêtre, les bras croisés, observateur froid. Il n'assistait pas à un drame, il attendait une issue. Il savait. Tous les trois. Il savait ce qui se passait. Et il comptait sur l'échec des secours. Une rage sourde monta en Manon. Non. Pas cet enfant. Elle ne les laisserait pas faire. Attendez, dit Manon en sortant de l'ombre. Tous se turent. Les ambulanciers la dévisagèrent. Le regard de Léa se fit acérer. Chloé Girard laissa tomber ses mains. Léo se retourna. Regardez dans sa bouche, dit Manon, au fond de la gorge. Le chef d'équipe la toisa, agacé. Madame, restez à l'écart. Vous faites tout ce qu'il faut pour une détresse respiratoire, insista Manon.
Mais ce n'est pas le problème. Il y a une tache dans sa gorge, gris-vert. Elle a avalé un produit qui bloque l'oxygène dans ses cellules. C'est pour ça que rien ne marche. Un silence de mort. Vous êtes qui? Demanda le chef. L'employé de maison. J'ai déjà vu ça. Les mêmes symptômes. Un bébé à Marseille, quand j'avais 17 ans. Il est mort parce que personne n'a compris à temps. Léa s'interposa. Manon, je sais que vous voulez aider, mais... Laissez-la finir, coupa le chef. Il fixa Manon. Qu'est-ce que vous avez vu? Une tache au fond de sa gorge. On peut facilement passer à côté. Ça signifie qu'elle a ingéré une substance qui empêche le sang de transporter l'oxygène. L'air entre, mais son corps ne peut pas s'en servir. Ça expliquerait l'inefficacité de la ventilation si le problème est cellulaire, murmura un jeune ambulancier. Ce ne sont que des suppositions, dit froidement Léa. Laissez-moi vérifier, décida le chef. Il pencha la tête de Chloé et éclaira sa gorge avec une lampe. Manon retint son souffle. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. Elle a raison. Il y a bien quelque chose. Il se tourna vers Manon. Comment? Le bébé de Marseille. Les médecins ont expliqué à la famille après coup. Je n'ai jamais oublié, dit Manon, la voix tremblante. Ils ont dit que si on réagissait à temps, il fallait la faire vomir pour évacuer ce qui est dans l'estomac, et lui donner du charbon actif pour neutraliser le reste dans le sang. Le chef la regarda, abasourdi. Le protocole interdisait d'écouter un civil. Mais la tâche était là. Et le bébé se mourait. Si je le fais et que vous vous trompez. Si vous ne le faites pas, elle va mourir de toute façon, répondit doucement Manon. Le temps presse. Il jeta un regard à la petite Chloé. Sa peau bleue, les alarmes du moniteur. Préparez une induction de vomissement, ordonna-t-il. Et le charbon actif. On se dépêche. L'équipe s'exécuta avec une efficacité renouvelée. Manon recula, prise de vertige. Elle venait de jouer la vie d'un enfant sur un souvenir vieux de 15 ans. Le corps de Chloé fut pris d'une convulsion, puis d'une autre. Puis une toux. Faible, humide, mais bien réelle. Une seconde, plus forte. Sa poitrine se souleva, aspirant un air enfin utile. La couleur de ses lèvres changea, passant du bleu au rose. Le bip du moniteur se régularisa. La saturation remonte. S'exclama un ambulancier, n'en croyant pas ses yeux. Le rythme cardiaque aussi. Elle réagit. Ça marche. Le chef regarda Manon, stupéfait. Mais comment? Les jambes de Manon cédèrent. Elle se rattrapa au mur, le visage inondé de larmes. Chloé respirait. Elle allait vivre. Valérie éclata en sanglots, tentant de se relever, mais Léa la retint. Mon bébé. Ça va aller? Oui, madame, répondit le chef. On l'emmène en observation, mais elle est hors de danger. En quelques minutes, Chloé était dans l'ambulance. Valérie monta à ses côtés, en larmes, chancelante. Le chef prit Manon à part. Votre nom? Manon Dubois. Mademoiselle Dubois, vous lui avez sauvé la vie. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Il secoua la tête. Si vous n'aviez pas parlé, c'était fini pour elle. Merci. Manon hocha la tête, sans voix. Les gyrophares s'éloignèrent, la sirène s'éteignit. Le silence revint dans la maison. Manon était debout dans le hall, les mains tremblantes. Chloé était sauvée. Mais alors que la pression retombait, une peur glaciale la saisit. Elle était la seule à être vraiment soulagée. Léa, près de l'escalier, était d'un calme olympien. Chloé Girard, contre le mur, avait séché ses larmes, son expression était indéchiffrable. Léo, près de la fenêtre, la mâchoire contractée, le regard dur. Ils la regardaient tous les trois maintenant, vraiment. Comme si l'invisible employé de maison était devenu un obstacle à éliminer. Léa fut la première à parler, d'une voix mielleuse. C'était prodigieux, Manon. Où avez-vous acquis de telles connaissances médicales? Je ne les ai pas acquises. C'est un souvenir,
de mes 17 ans. Fascinant, Léa descendit les marches. Et ce bébé à Marseille, il est mort, n'est-ce pas? Oui. Mais vous vous souvenez des symptômes, du traitement, de la couleur de la tache, 15 ans après. Ce n'était pas une question, mais une accusation à peine voilée. Manon la regarda dans les yeux. Il y a des choses qu'on n'oublie jamais. Le regard de Léa se durcit. Puis elle esquissa un sourire glacial. Madame Leclerc tiendra à vous récompenser généreusement. Une prime conséquente, sans doute. Je n'ai besoin d'aucune prime. Comme vous voudrez. Le sourire de Léa était vide de toute chaleur. Il se fait tard. Allez vous reposer. La journée de demain sera longue. Un congé, un ordre. Manon se dirigea vers l'escalier. En passant devant la chambre de l'enfant, elle vit Chloé Girard, le regard fixé sur le berceau vide. Quand la nounou la vit, son visage se décomposa. J'aurais dû m'en rendre compte, murmura-t-elle. C'est moi sa nounou. Je suis payé pour la protéger. Quelque chose sonnait faux. Manon l'observa. Les lèvres tremblantes, les yeux humides. La culpabilité. Mais de quoi? Ce n'est pas de votre faute. Vous ne pouviez pas le savoir. Vraiment? La voix de Chloé Girard se cassa. Vous le saviez. Pourquoi pas moi? Parce que tu n'étais pas censé le savoir, songea Manon. Ou plutôt, parce que tu le savais déjà. Parce que c'est peut-être toi qui l'as empoisonné. Une certitude glaciale l'envahit. Chloé Girard se détourna. Merci de l'avoir sauvé. Même si cela signifie. Elle s'interrompit. Laissez tomber. Bonne nuit, Manon. Elle s'enferma dans sa chambre. Manon resta seule dans le couloir obscur. Même si cela signifie quoi? Elle regagna sa chambre, tourna la clé dans la serrure et s'assit sur son lit, secouée de tremblements. Chloé était vivante. La crise était passée. Mais une autre, plus terrible encore, ne faisait que commencer. Quelqu'un avait empoisonné cet enfant. Quelqu'un qui avait accès à ses biberons, à sa nourriture. Chloé Girard, Léa ou Léo. 3 personnes étrangement calmes. 3 personnes visiblement déçues de sa survie. Manon regarda son téléphone. Elle devait appeler la gendarmerie. Mais pour leur dire quoi? Que ses collègues lui semblaient suspects? Qu'elle avait un mauvais pressentiment? Il lui fallait des preuves. En attendant, elle veillerait. Elle protégerait Chloé, coûte que coûte. Car si elle avait raison, si quelqu'un avait attenté à la vie de cet enfant, il ne s'arrêterait pas là. Ils avaient échoué. La prochaine fois, il s'assurerait qu'il n'y ait pas de témoin pour la sauver. Pas même Manon. Le lendemain matin, à 5h30, le réveil tira Manon d'un sommeil peuplé de cauchemars. Chaque fois qu'elle avait fermé les yeux, l'image des lèvres bleues de Chloé lui était revenue, le son strident du moniteur, le poids de sa décision. Elle s'habilla et descendit. La maison semblait différente, plus silencieuse, comme si les murs s'étaient chargés de secrets. Léa était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner avec une efficacité froide. Elle ne leva pas les yeux. « Bonjour, dit Manon. »« Bonjour, répondit sèchement Léa. Madame Leclerc a appelé. Chloé sort de l'hôpital cet après-midi. Elle va remarquablement bien. Une pause. Grâce à vous. Ces mots sonnaient faux. Je suis soulagé, dit Manon. Léa la fixa, son regard froid comme l'acier. Nous le sommes tous. Elle posa son couteau. Monsieur Moreau rentre aujourd'hui. Il sera là ce soir. Il a hâte de rencontrer celle qui a sauvé sa fille. Sa façon de le dire était une menace à peine déguisée. Je n'ai fait que mon devoir. Non, coupa Léa. Vous avez fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Ce qui est très différent. Elle prit le plateau. Je montre ceci à Chloé Girard. Elle a passé la nuit dans la chambre d'amis, trop choquée pour dormir. Un sourire en coin. La culpabilité, sans doute, de ne pas avoir vu que la petite était en danger. Elle sortit. Manon nettoya toute la matinée, l'esprit ailleurs. Elle revoyait la scène.
Les mots de Chloé Girard, même si cela signifie. Le regard calculateur de Léo. Léa, entièrement habillée, comme si elle attendait l'issue fatale. Ils s'attendaient tous à la mort de Chloé. Mais pourquoi? Quel lien y avait-il entre un bébé, une gouvernante, une nounou et un chauffeur? Vers midi, en époussetant la bibliothèque, Manon avisa une photo, à moitié cachée. Elle la prit. C'était Stéphane Moreau, inaugurant un bâtiment. Sur le panneau, Usine Moreau, nouveau site, 2010. 15 ans plus tôt. Le cœur de Manon s'emballa. Elle prit une photo avec son portable et remit le cadre en place. Vous cherchez quelque chose? Manon sursauta. Léo était là, les bras croisés, la fixant de son regard impénétrable. Je nettoie, dit-elle, s'efforçant de rester calme. Il s'avança. Il était grand et la pièce sembla soudain plus petite. Ce que vous avez fait hier soir est exceptionnel. J'ai juste aidé. Vous avez sauvé une vie que les médecins ne pouvaient pas sauver. Il se rapprocha encore. Pour ça, il faut des connaissances. Des connaissances qu'une femme de ménage n'a généralement pas. Manon sentit la peur monter, mais elle ne baissa pas les yeux. Je vous l'ai dit, j'avais déjà vu ça. À Marseille. Il y a 15 ans. Il pencha la tête. Quelle coïncidence que vous vous souveniez de tout, après tout ce temps. Les traumatismes laissent des traces. Oui, dit Léo. C'est vrai. Une lueur de douleur, ou de haine, passa dans ses yeux. Monsieur Moreau voudra vous parler. Un conseil, n'en dites pas trop. C'est une menace? Un conseil. Il se dirigea vers la porte. Dans cette maison, ceux qui posent trop de questions ne restent pas longtemps. Il sortit. Manon tremblait. C'était une menace, sans équivoque. Il lui fallait des réponses, mais elle devait être prudente. L'après-midi, Valérie rentra avec Chloé. Le bébé était fragile mais ses yeux brillaient. Valérie la serrait contre elle, en pleurs. Mon bébé, mon trésor. Mais Léa était là, et la fit asseoir. Vous êtes épuisée, Madame Leclerc. Chloé Girard va coucher la petite. Reposez-vous. Je veux la garder. Bien sûr. Mais les médecins ont insisté, vous devez vous reposer. Sa voix était douce, presque hypnotique. Je vous apporte vos calmants. Manon vit Chloé Girard emporter le bébé, qui tendait les bras vers sa mère. Et Valérie, trop faible, laissa Léa la conduire à sa chambre. Manon eut la nausée. Ils isolaient la mère, la maintenaient dans un état de faiblesse pour avoir le champ libre avec l'enfant. Il fallait qu'elle agisse. Mais comment? Elle n'avait aucune preuve. Le soir, Stéphane Moreau arriva. Manon entendit sa Renault 4 dans l'allée, puis sa voix forte dans le hall. Où est Chloé? Ma fille? Elle dort, dit Léa. Elle va très bien. Et Valérie? Elle se repose. Je veux les voir. Il monta les escaliers 4 à 4. Manon, qui nettoyait le couloir, se plaqua contre le mur. Il passa devant elle, suivi de Léa. Manon s'approcha de la chambre de l'enfant. Elle est si petite, dit Stéphane, la voix brisée. J'aurais dû être là. Vous ne pouviez pas deviner, dit Léa. L'ambulancier m'a dit que c'est une employée qui l'a sauvée. Je veux la voir. Manon. Je vais la chercher. Manon retourna vite à son chariot. Quelques instants plus tard, Léa vint la chercher. Stéphane était au-dessus du berceau. Quand il se retourna, ses yeux étaient rougis. C'est vous, Manon? Oui, monsieur. Il la prit dans ses bras. Manon fut surprise. Merci, dit-il. Les secours m'ont tout raconté. Sans vous, elle serait morte. Comment vous remercier? Ce n'est pas la peine. Si. Une prime. Une très grosse prime. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez. Merci, monsieur Moreau. Je suis heureuse que Chloé aille bien. Comment avez-vous su? Demanda-t-il. Comment avez-vous vu ce que les professionnels n'ont pas vu? Manon sentit le regard de Léa sur elle,
comme un avertissement. Un coup de chance. J'avais déjà vu des symptômes similaires. Un vieux souvenir. Votre souvenir a sauvé ma fille. Il regarda Chloé. Elle est tout ce qui compte pour moi. L'argent, l'entreprise, tout ça n'est rien. Une idée audacieuse germa dans l'esprit de Manon. Monsieur Moreau, puis-je vous poser une question? Je vous en prie. La photo dans la bibliothèque, de 2010. L'usine. Que fabriquait-elle? Son expression changea. Pourquoi? Simple curiosité. Il la fixa. Des équipements industriels. L'usine est fermée depuis 2012. Sa voix était devenue neutre. Pourquoi? Pour rien. Curiosité. Mais elle avait vu. Une lueur de culpabilité, de douleur. Il savait quelque chose sur cette usine. Je vais voir Valérie, dit-il en sortant. Léa le suivit, non sans lancer à Manon un regard glacial. Manon resta seule, regardant le bébé endormi. Je te protégerai, murmura-t-elle. Mais comment? Cette nuit-là, à 2 heures du matin, Manon se leva et se glissa hors de sa chambre. Il lui fallait des preuves. Elle se dirigea vers la cave. Léa lui avait dit qu'il n'y avait rien d'intéressant. Raison de plus pour y aller. La porte était fermée à clé. Avec une épingle à cheveux, une vieille compétence de jeunesse, elle parvint à l'ouvrir. Elle descendit dans le noir, s'éclairant avec son portable. En bas, un couloir et plusieurs portes. Les 2 premières étaient verrouillées. La 3e s'ouvrit sur une sorte de bureau secret. Sur les murs, des dizaines de photos de Stéphane Moreau, des articles sur ses usines, et un article sur un accident industriel en 2010. Au centre, une photo plus grande, 3 jeunes gens et un homme plus âgé. Manon sentit son sang se glacer. Elle reconnut les jeunes gens, Léa, Chloé Girard, Léo. Plus jeunes, mais c'était bien eux. Et l'homme plus âgé, la légende disait, David Winters et ses enfants, 2009. Elle prit des photos de tout. Des articles, des documents, et ce titre de journal qui lui donna la nausée, mort d'un ouvrier dans un accident qui aurait pu être évité. Les usines Moreau trouvent un arrangement à l'amiable. David Winters était mort dans l'usine de Stéphane. Et ces 3-là étaient ses enfants. Ils avaient changé de nom, et 15 ans plus tard, s'étaient fait embaucher chez lui. Ce n'était pas un hasard. C'était une vengeance. Un bruit à l'étage. Des pas. Son cœur s'arrêta. Elle éteignit la lumière de son téléphone. Les pas descendirent l'escalier de la cave. Elle était piégée. Les pas arrivèrent en bas. La lumière du couloir s'alluma. Je sais que tu es là, Manon, dit la voix froide de Léa. J'ai entendu la porte. Manon se colla au mur. Elle ne pouvait pas s'échapper. Tu aurais dû rester à ta place, continua Léa en s'approchant. Nettoyer, être invisible. Mais non, il a fallu que tu joues les héroïnes. La porte du bureau s'ouvrit. Léa se tenait dans l'encadrement, et dans sa main. Manon retint son souffle. C'était la fin. Elle était découverte, sans aucune issue.